Alors, on continue avec le module 2 pour faire suite à ce qu'on parlait tantôt. Alors, on était rendu aux contrôles généraux. Alors, les contrôles généraux, on dit, ont pour but principal d'assurer l'intégrité de l'information. Alors, on dit entre autres, en ce qui concerne d'abord limiter l'accès aux programmes et aux données. Dans un deuxième temps, on dit pour assurer que les données et les programmes sont protégés contre le vol, la perte ou les modifications. Puis troisièmement, on dit assurer que le développement ainsi que les modifications au programme sont bien autorisées, ont été testées et approuvées avant leur mise en fonction. Alors, ces trois sections-là, la première, comme je viens de mentionner, alors on dit d'abord limiter l'accès au programme et aux données seulement au personnel autorisé. Alors, on vous donne des exemples dans le chapitre 10 sur les façons d'effectuer ceci. On dit entre autres, ça va être fait via l'utilisation de mots de passe. Alors, on dit les mots de passe peuvent être plus ou moins élaborés, dépendamment de la sensibilité de l'information qu'on cherche à sécuriser. On va aussi voir des entreprises qui vont utiliser des systèmes de code, par exemple, pour accéder ou permettre au personnel d'accéder à l'ordinateur central de l'entreprise via des sites externes. Alors, par exemple, la personne qui travaille de la maison va utiliser son ordinateur personnel pour accéder au système informatique de l'entreprise pour pouvoir effectuer son travail. Alors, on voit ça de plus en plus. Par contre, il y a des entreprises pour sécuriser ces liens-là. Ce qu'ils vont faire, c'est que la personne, par exemple, de la maison, va entrer son code d'utilisateur, son mot de passe. Ensuite, le système va envoyer un code à la même personne sur son portable. Cette personne-là va devoir prendre ce code-là, le rentrer dans le système pour débloquer l'accès au système. Alors, c'est ce qu'on appelle des systèmes de double vérification. Alors, encore une fois, ce n'est pas nécessairement important pour toutes les organisations, mais celles qui ont des données plus sensibles vont vouloir utiliser des systèmes semblables. Au niveau des mots de passe, on parle dans le chapitre 10, encore une fois, de l'importance d'avoir des mots de passe qui sont assez robustes. Par contre, on dit c'est à l'organisation de juger comment sécures ils veulent que ces mots de passe soient. Alors, par exemple, des entreprises vont exiger un mot de passe d'au moins 8 caractères. On va laisser ça à la discrétion de l'employé pour déterminer qu'est-ce qu'il veut utiliser comme mot de passe. D'autres vont forcer certaines caractéristiques du mot de passe. Alors, vous devez avoir au moins une majuscule, vous devez avoir au moins des chiffres, vous devez avoir des codes spéciaux, etc. Certaines vont exiger un minimum, exemple, de 14 caractères. Alors, le problème avec ça, ou le désavantage, c'est que plus le mot de passe devient complexe, plus l'employé est quasi obligé de l'écrire à quelque part pour s'en souvenir. Alors, ça, c'est une des faiblesses qu'on voit, c'est que souvent, les employés qui vont écrire ce mot de passe-là, bien souvent, on le retrouve très près de leur table de travail. Alors, il y a des pour et des contre à ces systèmes-là. L'autre désavantage des mots de passe aussi, c'est évidemment que la personne peut donner son mot de passe à quelqu'un d'autre. Alors, ça ne va pas limiter complètement l'accès. Pour pallier à ça, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser. Par exemple, tous les outils biométriques de reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, empreinte digitale, lecteur optique, etc. Alors ça, c'est des moyens, encore une fois, de pallier à ces faiblesses-là, mais encore une fois, il y a des coûts associés à ça, puis ça va dépendre de la sensibilité de l'information. L'autre chose qu'on parle toujours dans cette même section-là pour limiter l'accès au programme et aux données, c'est de sécuriser, dans le fond, les réseaux sans fil. De la manière que c'est fait, puis on en a parlé aussi dans les cours précédents, c'est en utilisant ce qu'on appelle le cryptage des données, là, encryption, alors où les données vont être envoyées sur le système. Lorsqu'ils sont en route, ils sont codés d'une façon qui ne peut pas être décodée par un utilisateur frauduleux.
Et lorsqu'ils arrivent à destination, le système est déjà programmé pour décrypter cette information-là et la remettre dans un format lisible comme c'était à l'origine. Alors ça, c'est des choses qu'on voit fréquemment là, dans la transmission des données. Au niveau de la sécurité des micro-ordinateurs, alors on donne des exemples là-dedans, par exemple l'importance de bien barrer les ordinateurs, les laptops. Alors, souvent, ce qu'on va voir, c'est sur les lieux de travail, il y a une possibilité de barrer l'ordinateur avec une clé spéciale et un câble d'acier sur les tables de travail. L'autre chose, c'est aussi évidemment de limiter l'accès aux lieux physiques où ces ordinateurs-là se retrouvent. Alors ça va être fait normalement via des cartes d'accès ou des lecteurs biométriques. Autre exemple, on dit l'utilisation de caméras de sécurité, qui va être fréquent maintenant, on voit ça un peu partout. L'utilisation d'antivirus. Alors, normalement, dans les grandes organisations, les antivirus vont être gardés sur l'ordinateur central et vont être distribués à chacun des utilisateurs. Alors, ils n'ont pas à se préoccuper vraiment de ça. Les mises à jour d'antivirus se font par le groupe informatique sur une base régulière. Mais ceux, par exemple, qui utiliseraient leur laptop personnel, là, ça peut devenir problématique parce qu'eux n'auront pas nécessairement accès à ces mises à jour-là. Alors, l'importance d'avoir des antivirus très efficaces. Ensuite, l'autre exemple qu'on vous donne, c'est encore une fois, dépendamment de la sensibilité des données, de permettre la possibilité d'effacer les données sur un ordinateur ou sur un laptop dans l'éventualité, par exemple, où un employé se ferait voler son ordinateur. Alors ça, normalement, ça va être fait via le groupe informatique. On ne veut pas que ce soit l'employé en tant que tel qui puisse le faire facilement pour ne pas effacer par erreur des données importantes. Par contre, ces données-là, en principe, si ça a été fait sur le réseau de l'entreprise, vont être conservées sur les fichiers de secours. Alors, normalement, quand des situations comme ça se présentent, on demande aux employés de communiquer tout de suite avec le groupe informatique, puis eux vont prendre des mesures pour, au besoin, effacer l'ensemble du disque qui se retrouve à l'intérieur du laptop. Okay? Alors ça, c'était la première section qu'on parlait dans les contrôles généraux, limiter l'accès aux programmes et aux données. La deuxième section que j'avais mentionnée au début, assurer que les données et les programmes sont protégés contre les modifications, le vol et la perte. Alors, un exemple qu'on vous donne là-dedans pour atteindre cet objectif-là, c'est d'utiliser par exemple des générateurs pour contrôler le flux d'électricité, pour s'assurer qu'il n'y a pas de variation importante dans le débit électrique qui pourrait causer des bris d'abord de matériel, mais aussi, surtout, la perte de données. Alors ça, on voit ça à l'occasion. On a vu ça plus dans le passé, maintenant c'est moins fréquent parce que la plupart des entreprises utilisent ces appareils pour contrôler le flux d'électricité. Mais ça arrivait dans le passé, on travaillait sur l'ordinateur pendant quelques heures, puis à un moment donné, il y avait une variation dans le courant électrique, puis on perdait simplement les données. Alors, ça, dans certains cas, ça peut être problématique. S'assurer que le centre de traitement informatique où sont situés les ordinateurs est situé dans un lieu sûr, qui n'est pas accessible par n'importe qui et surtout pas par le public. D'autres exemples qu'on mentionne, on en avait déjà parlé dans les sections précédentes, s'assurer que nos ordinateurs sont dans des lieux sûrs, ne pas mettre nos ordinateurs, exemple, dans un sous-sol d'édifice qui, dans le cas d'une inondation, par exemple, serait grandement affecté ou détruit. Garder les ordinateurs loin des sources de chaleur intenses. Limiter l'accès au personnel. Alors ça, on revient encore une fois sur des éléments qu'on a déjà mentionnés. Puis, encore une fois, dépendamment de la sensibilité des données, utiliser des outils d'accès aux salles d'ordinateur qui sont plus ou moins élaborés. Alors, d'un simple carte d'accès jusqu'au lecteur biométrique. Okay? Dans certaines organisations, on va même avoir un garde de sécurité à l'entrée des salles d'ordinateur, justement pour contrôler
les va-et-vient des individus, puis s'assurer encore une fois que uniquement le personnel autorisé y a accès. Okay? Alors, je vais arrêter ici pour le module 2. On reprend tout de suite par après avec le module 3, qui va parler de la section suivante, qui était d'assurer le développement, puis que les modifications au programme étaient bien autorisées, testées et approuvées avant leur mise en fonction.